Nous allons évidemment présenter Élise Lambert, meilleure sommelière des Amériques, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Canada. Merci de nous parler un peu de votre parcours en quelques mots. C'est drôle, j'écoutais Olivier parler il y a quelques instants, puis je me disais, on a un parcours qui est fort semblable parce que je suis passée par mon cours de gestion hôtelière et mon premier professeur qui m'a donné la passion du vin et qui m'avait donné mon cours d'accueil me disait l'accueil, ça passe du moment où on soulève le téléphone pour prendre une réservation au moment où on soulève le téléphone à nouveau pour dire aux gens qu'ils ont oublié leur parapluie. Donc ça, c'est l'accueil. Et ce même professeur-là m'a donné mon premier cours de vin et je suis tombée dedans complètement. Quelqu'un qui était extrêmement généreux, extrêmement humble. Et ça, c'était en 97. Et j'ai fait mon cours de sommellerie en 99. Et quand j'ai terminé mon cours de sommellerie, le professeur nous demandait, en fait, on faisait une tournée de table, puis il me demandait c'était quoi l'avenir pour nous. Puis je me disais, je peux pas m'appeler sommelier, il me semble qu'on connaît rien. Et donc, à partir de 99, j'ai commencé à faire des concours. Je suis tombée dedans comme Obélix dans la potion magique. J'ai travaillé dans de très très belles tables au Québec. Une table, en fait, ma première école, ça a été Relais Château avec l'Auberge Attelée dans les années 2000. Puis après ça, j'ai commencé à faire des concours. Meilleur sommelier du Québec, première femme à être meilleur sommelier du Québec en 2004. Puis après ça, en 2009, meilleur sommelier des Amériques, première femme à avoir un titre international. En 2010, je me suis présentée au mondial, j'ai fait partie du top 12 et en fait, j'ai continué mon petit bout de chemin pour en 2015 devenir meilleur sommelier du Canada puis représenter le Canada au concours meilleur sommelier du monde en 2016 et arriver 5e au monde. Aujourd'hui, en fait, je suis master sommelier. Le titre, je suis allée le chercher au bout de pas mal de travail en 2015. J'ai tendance à croire en fait que je fais ce métier-là parce que j'aime ce que je fais, parce que j'aime le vin, parce que j'aime les gens surtout. Et j'ai fait tous ces concours et tous ces parcours en fait parce que j'ai l'impression que le vin, on n'a jamais fini d'apprendre. Donc c'est plus par envie en fait de tout vouloir savoir, de tout vouloir connaître que j'ai fait ce bout de chemin-là et j'ai travaillé en restauration toute ma vie. Et donc aujourd'hui, je suis à mon compte, je travaille pour Ritz-Carlton Toronto. Je suis acheteur pour le Ritz-Carlton, je fais aussi de la chronique pour Radio-Canada, je fais du travail aussi en corporatif, donc un peu de tout. Ma vie, c'est le vin sous toutes ses formes. Si vous n'avez rien à faire ce soir, je vous invite à dîner, vous choisirez le vin. Avec plaisir. Élise, est-ce qu'on peut avoir un profil des vins des États-Unis, des Amériques et du Canada? Quel est le profil de ces vins? Du coup, en fait, les États-Unis et le Canada, c'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes. Au Canada, on est une industrie qui est relativement jeune. Pour le moment, les vins proviennent principalement de la région de l'Ontario, de la région du Niagara. Les cépages les plus en vue sont le Chardonnay, le Riesling, le Pinot Noir et le Cabernet Franc. Mais c'est une région, en fait, qui fait du ice wine, du vin de glace, son porte-étendard. C'est néanmoins une toute petite production, puisque c'est une consommation qui reste toute petite. Aujourd'hui, la région de la Colombie-Britannique, avec la région de l'Okanagan, est une région, en fait, qui réussit extrêmement bien. La région de l'Okanagan est la région la plus chaude et la plus sèche du Canada. Et on y produit, en fait, tout le long de la région de l'Okanagan, des vins au nord avec une région un peu plus fraîche où le Chardonnay et le Riesling fonctionnent extrêmement bien. Et en fait, en son cœur, on a la Syrah et complètement au sud, le Cabernet Sauvignon qui est roi et maître. Donc, deux régions qui sont assez importantes. Je viens du Québec. Au Québec, on reste à faire un tout petit peu de vignes, mais ça reste à être très confidentiel. Et pour le reste, en fait, les États-Unis, tous les États des États-Unis font du vin. Le raisin, il pousse partout. Le gros de l'offre nous vient bien sûr de la Californie. Je dirais qu'ils vont devoir se poser des questions dans les prochaines années, un peu comme ce qu'Olivier disait. À un moment donné, il va falloir choisir parce que l'eau va devenir un réel problème. Du côté de la Californie, c'est une réalité à laquelle ils sont confrontés, ainsi qu'aux variations climatiques qui leur amènent beaucoup de problèmes avec les feux de forêt. L'Oregon qui fait de très très belles choses, mais aussi maintenant la région de New York et de Washington. Washington qui fait des vins quand même assez structurés, mais sur lequel on a quand même une partie de la région qui nous propose des vins un peu plus frais quand on est un tout petit peu plus près de la côte. Donc des vins, une belle diversité d'offres.
mais aussi une diversité dans la façon dont les gens vont apprécier le vin. Je dirais que les Québécois, on a un pied définitivement en Europe. Le vin numéro 1 dans le panier client au Québec, c'est le vin français et ça reste. Et en numéro 2, en fait, ce sont les vins italiens. Chez nous, l'Europe est hyper importante pour le client québécois. Comme je travaille avec l'Ontario, je me rends compte que le palais anglo-saxon, en fait, les Ontariens dégustent les vins un peu différemment. On a encore un très gros enclin à déguster, en fait, dans un premier temps, les vins de chez nous, les vins ontariens, mais aussi beaucoup de vins américains qui font partie très, très importante de l'offre client. Un mot, pardon, sur le profil du consommateur. On a vu ici, par exemple, chez nous, qu'il fallait aussi aller vers un public plus jeune, en tout cas les éduquer à la consommation du vin modérément par rapport à des softs, des sodas, etc. Qu'en est-il là-bas, chez vous? Est-ce que les jeunes consomment plus facilement du vin que chez nous? Je dirais que chez nous, on n'a pas la loi E20. On a donc le plaisir et la chance de pouvoir partager le vin de façon un peu plus libre. Et ça fait en sorte qu'on a en fait des jeunes consommateurs qui suivent. Le vin est un produit qui est très tendance. Et chez nous, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, les Québécois boivent et boivent de plus en plus. Donc, ce qui est bien, c'est que les Québécois sont curieux et infidèles. Curieux parce qu'on veut tout découvrir, on veut tout goûter, on a des vins de partout dans le monde grâce au monopole d'État qui est la SAQ, la Société des alcools du Québec qui nous propose en fait des vins vraiment de partout dans le monde. Et je dirais infidèle parce qu'à partir du moment où on fait découvrir des vins aux consommateurs québécois, ils nous reviennent en nous disant « ça j'ai beaucoup aimé, qu'est-ce que tu as d'autre à nous proposer ?» Donc, ça fait en sorte que comme sommelier, on est toujours stimulé à aller de l'avant, à boire toujours des nouveautés. Et j'aime bien ce qu'Olivier disait en ce qui concerne l'idée de travailler avec des cépages autochtones. C'est ce qu'on voit beaucoup, en fait, dans la demande. Les gens veulent se rattacher. Je pense que le chardonnay, le cabernet, oui, mais aujourd'hui, on a envie de découvrir les cépages locaux. Et ça, on le voit beaucoup chez le consommateur au Québec. En termes de prix moyen sur le vin, je parle toujours de ces régions que vous connaissez bien chez nous, on est sur quoi? Est-ce qu'on est sur des vins peu chers, des vins plutôt chers? Le prix moyen pour le panier client est autour de 16 $, 16 $ canadiens, donc on est autour de... Euros, non, on est en fait... j'aimerais bien que l'euro soit comme ça, mais non, on est à peu près une douzaine d'euros. Ça, c'est le prix moyen par bouteille. Par contre, les Québécois, au Québec, les vins sont assez taxés. Ça fait en sorte on réussit à avoir de très beaux rapports qualité-plaisir sur les tablettes entre 15 et 25 $. On peut avoir de très belles choses. J'aime bien parler de rapport qualité-plaisir parce que, pour moi, on n'achète pas un vin à cause de son prix, on l'achète parce que ça fait plaisir au départ. Donc, on est capable d'avoir de très belles choses sur les tablettes entre 15 et 25 $ et l'offre languedocienne est beaucoup dans cette braquette de prix-là. Oui. Il y a eu la grande période des vins bio qui est loin d'être terminée puisque c'est devenu quelque chose de très prégnant aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des tendances comme ça dans les consommations, les productions viticoles et est-ce que finalement sur un vignoble on peut imaginer faire un vin bio mais aussi faire un vin plus traditionnel? Est-ce qu'on peut tout faire ou est-ce que c'est compliqué? Il faut vraiment partir dans un axe et ne plus en sortir? Je dirais que les Québécois sont de plus en plus sensibles au travail en agriculture biologique. La SAQ en a fait une catégorie. En soi, on a aussi une très, très grosse mode en ce qui a trait au vin de nature. Et ça, en fait, Montréal n'échappe pas. Ce qui passe par New York, ce qui passe par San Francisco, passe par Montréal. Donc, une très grosse mode en ce qui concerne les vins de nature. Moi, je suis plus de celles qui endossent l'idée de travailler en agriculture biologique. Je suis fille d'agriculteur, donc j'ai tendance à croire en fait qu'on n'hérite pas de la terre de nos parents, on l'emprunte à nos enfants. Donc, si on veut vivre sur une planète qui éventuellement va être en santé, qu'on doit prendre soin de nos terroirs, parce que le terroir, c'est pas seulement qu'un support, ça devient aussi l'expression d'un sense of place. Et la mode, pour moi, j'espère que c'est pas une mode de travailler en bio, j'espère que ça va devenir en fait dans l'ADN des gens de vouloir en fait prendre soin de son environnement parce que
pour moi, la biodiversité, la présence de vers de terre, de chenilles, d'abeilles, d'oiseaux, ça fait en sorte que tout le monde vit mieux en cohabitation. Et ça, on a commencé à avoir cette discussion-là quand je suis arrivée hier du côté de Montpellier. Ça me fait plaisir d'entendre. Est-ce que, de la même façon, il y a un public plutôt féminin sur la consommation du vin? Et si oui, comment on l'oriente? Est-ce qu'on fait des rosés très légers, très clairs, très fruités pour correspondre éventuellement à un goût de consommation? Je pense qu'on a une mode... chez nous, l'homme comme la femme achète le vin. Et c'est sûr qu'on se rend compte que les étiquettes vont jouer pour beaucoup. Les gens commencent par contre à lire les étiquettes et nous posent beaucoup de questions en ce qui a trait à ce qu'il y a dans la bouteille. Les demandes sont nombreuses par rapport aux additifs du vin, entre autres, mais les tendances de consommation chez nous sont des tendances de consommation qu'on voit partout dans le monde. Donc, plus de vin effervescent, plus de vin blanc, parce qu'on a un retour du balancier sur la proposition en vin blanc, plus de vin rosé aussi, mais en rouge, et ça, je rejoins complètement Olivier Poussier là-dessus, des vins avec moins de tanins, moins d'extraction, moins de bois, plus de fraîcheur, plus de buvabilité. Et en fait, comme sommelier, moi, mon plaisir, c'est de voir en fait une bouteille qui se boit trop vite, que les gens vont dire déjà terminé, et d'avoir le plaisir de leur en proposer une seconde. Donc, le moins, moi, ça fait mon affaire, parce que ce qu'on veut, c'est la buvabilité à la fin de la journée. Et donc ça, cette tendance-là, on la voit beaucoup auprès du consommateur, homme comme femme. On ne boit pas seul, comme les gens ne boivent pas seuls. En général, quand on a un garçon, on a généralement une fille pas loin. Donc, chez nous, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais en général, c'est comme ça que ça se passe. Et je dirais que ça reste à être beaucoup un produit de conversation. Et je m'adresse autant aux hommes qu'aux femmes en ce qui a trait au vin. En fait, la réalité, et ce qu'on se rend compte, c'est que souvent les hommes vont être un peu plus vocaux à propos du vin que les femmes, mais à partir du moment où on commence à poser des questions, on se rend compte qu'il y a de l'intérêt de part et d'autre. Est-ce qu'il y a aussi moins de consommation, mais une meilleure consommation, enfin une consommation plus qualitative? Ça se constate également chez vous? Ici, c'est un petit peu la tendance. Boire moins, mais boire mieux, définitivement. On boit aussi moins sucré qu'on le buvait par le passé. Chez nous, on a la dent sucrée. On avait quand même pas mal de vins de dessert. La catégorie vins de dessert, en ce moment, c'est un peu plus difficile chez nous. Mais aussi la catégorie de vins sur lequel on a eu une tendance, il y a de ça quelques années, à avoir des vins avec des sucres résiduels, même sur les vins de table, qui étaient assez désagréables, je trouve, comme sommelier, mais aussi comme chroniqueur vin. On l'a beaucoup décrié. On voit cette tendance-là aller, en fait, à la baisse, à mon grand bonheur. Donc... oui, pour l'instant, c'est cette tendance-là. Je ne sais pas si vous l'avez, si vos consommateurs vous demandent des vins avec du sucre résiduel, ou les gens, je ne sais pas s'ils s'en rendent compte aussi. Hein. Par contre, j'ai constaté encore très récemment que certaines entreprises mettaient sur le marché des vins pas très alcoolisés, c'est vrai, mais extrêmement sucrés pour tenter de convaincre une clientèle jeune, par exemple la clientèle de boîte de nuit, hein, de sortie le week-end, pour les faire venir sur le vin avec un taux de sucre considérable. Oui, effectivement, mais j'ai toujours tendance à croire que peu importe par où on prend notre consommateur, s'il arrive dans le monde du vin, même s'il arrive par ces produits-là, on va finir par l'avoir de notre côté pour lui proposer autre chose. Donc, il faut une porte d'entrée quelque part. C'est sûr que j'aimerais bien penser qu'on peut proposer à tous les gens qui commencent dans le monde du vin un muscat demi-sec ou un muscat Rivesaltes ou un muscat Mirval ou un muscat de Lunel. Donc, le muscat, pour moi, c'est souvent la porte d'entrée quand je commence à faire déguster le vin à une jeune génération. Mais c'est sûr que la porte d'entrée avec des vins qui ont du résiduel, ça, on le voit, on le constate, avec des prêts à boire aussi. Mais une fois qu'on les a par là, après ça, on les a de notre côté. On peut leur faire découvrir autre chose. Il faut juste être patient. Bon, question simple, mais comment vous faites pour parler du vin? J'essaie de rester humble et simple dans mes propos. Je pense que les consommateurs sont curieux d'aller à la rencontre des vignerons. Les vignerons
D'ailleurs, si on a des vignerons dans la salle, sachez que si vous passez nous voir au Québec, les gens sont toujours extrêmement heureux de rencontrer les gens, extrêmement curieux de savoir ce que les gens font. Donc, pour moi, comme sommelier, c'est de devenir la courroie de transmission du vigneron, de parler en fait d'un lieu, des gens qui sont derrière. Souvent, on va essayer de les mettre en harmonie, ces vins-là aussi avec la nourriture, mais quand on devient trop technique, on perd les gens. J'ai tendance, moi, à être celle qui aime raconter des histoires, parce que les gens, en fait, qui connaissent peu le vin, ce qu'ils veulent à la fin de la journée, c'est d'être capable de comprendre de quoi on leur parle. Et je fais souvent la comparaison de si moi je suis, je sais pas moi, au Louvre et je suis devant une peinture et je connais pas la peinture, si j'ai quelqu'un à côté de moi qui me dit ben, regarde, là on a mis un accent de couleur, on était avec tel peintre sur telle époque et à travers en fait les explications simples que je sois capable de comprendre et de faire une lecture en fait d'une œuvre d'art. Pour moi c'est la même chose que je fais quand je parle du vin. J'essaie d'utiliser des termes simples pour amener les gens à comprendre de quoi on parle. Et en fait, souvent, j'essaie de les mettre aussi en perspective avec la nourriture, parce que le vin, c'est beaucoup à table chez nous. Les fameux accords mets-vins. Oui. Mais la règle numéro 1, c'est le plaisir, par contre. Même si j'adore faire les accords vin-mets, je reste à croire que l'important, c'est le client, c'est pas moi. Et c'est ce qu'il va avoir envie de boire. Donc, si quelqu'un veut avoir des pétoncles avec du Madiran, ben je ne vais pas lui dire non, parce que je sais que je vais pouvoir lui vendre la bouteille de vin si c'est vraiment ça qu'il veut boire. À la fin de la journée, nous, on est des ambassadeurs au plaisir, puis on est là pour être au service du client. Donc, c'est sûr que si on me demande mes suggestions, avec plaisir que je vais les donner, mais il ne faut pas oublier que la personne au centre de la conversation reste être le client. Alors j'entends bien pour le vigneron qui parle de son terroir, de son histoire, c'est facile, il la connaît par cœur, mais oui. Comment faites-vous, vous, avec les sommes de connaissances que vous avez, le nombre de vins de pays associés, etc., d'histoire, c'est phénoménal quand même. Ben, en fait, on se retrouve à voyager, à rencontrer les gens. Moi, je suis curieuse des gens, j'aime aller à la rencontre des gens, j'aime écouter leurs histoires. Et c'est une rencontre à la fois, un vignoble à la fois, une dégustation à la fois, mais ça fait déjà 30 ans que je suis dans le métier. Et au bout de 30 ans, en fait, j'ai encore l'impression que je connais rien. Et c'est ça la beauté de la chose, c'est ça la beauté de notre métier. Et la beauté du métier, c'est que ça évolue continuellement. Ce qu'on aimait il y a 10 ou il y a 15 ans, aujourd'hui, c'est complètement différent. On ne parlait pas de cuves ovoïdes, on ne parlait pas d'amphores, on ne parlait pas de vin nature il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est complètement dans la conversation. Donc, j'essaie de garder les antennes sorties pour comprendre d'où vient ce discours-là et pourquoi les gens nous parlent de ça. Et donc, et on en parlait aujourd'hui, hier, avec des gens de l'industrie. Pourquoi l'avènement des vins nature en ce moment et qu'est-ce que les gens cherchent avec les vins nature? Ça, c'est la question. Je vous laisse continuer le raisonnement. Ben, en fait, au départ, c'est très confrontant parce qu'on se rend compte que les gens veulent aller chercher le vin pour avoir un produit le plus naturel possible. Sans se rendre compte, en fait, il y a plein de gens qui travaillent de façon naturelle et peut-être que c'est par suspicion de ne pas savoir ce qu'on met dans les vins. Donc moi, je suis de celle qui pense qu'on devrait commencer à étiqueter nos vins, à avoir des ingrédients sur nos bouteilles. Parce que les gens qui travaillent bien, ben, ils travaillent avec du jus de raisin, puis ils vont mettre une petite addition de sulfite en bout de ligne. Ici, ils sont sur les bons terroirs. Ben, il y a assez peu d'intrants. Donc, en bout de ligne, c'est peut-être en réponse aux gens qui veulent absolument croire qu'ils veulent avoir des vins avec le moins d'intervention possible que via un étiquetage. Parce qu'on va se rendre compte que c'est probablement le seul produit alimentaire qu'on a qui n'a aucun étiquetage, le vin. Ce qui est quand même assez remarquable. Donc, j'ai tendance à croire que les gens qui sont en vin nature en ce moment, bon, il y a un mouvement bobo assez intéressant. Quand on regarde des gens avoir un discours sur le vin puis nous parler d'un paquet de défauts du vin puis nous dire que c'est bon, je reste encore à me poser des questions là-dessus. Mais si on commence à penser peut-être à mettre des étiquettes avec des ingrédients sur le vin, qu'on va peut-être pouvoir commencer à avoir une conversation avec des gens qui sont dans ce mouvement-là. Est-ce que nous, consommateurs, nous sommes capables de lire ces étiquettes? Pas toujours. Aussi, il y a une espèce de confusion d'informations, de trop d'informations.
Je croirais qu'une bonne contre-étiquette, parce que j'entendais ce que Olivier avait à dire à propos des appellations d'origine contrôlée ou protégée. C'est certain qu'à un moment donné, ça devient difficile pour le consommateur de suivre parce qu'une appellation d'origine contrôlée cache des cépages et le consommateur chez nous a été habitué à des étiquettes aussi dans le Nouveau Monde où on a l'information du cépage. Donc, je crois à ce moment-ci qu'une bonne contre-étiquette peut faire contrepoids à ça, pour conter une histoire, pour pouvoir dire les choses simplement avec quelques mots-clés qui vont inclure une discussion sur les cépages. Parce qu'il y a trop de gens aujourd'hui qui se disent ben, si c'est écrit Chablis sur ma bouteille, vous devriez savoir que c'est du Chardonnay, puis si vous ne le savez pas, ben, c'est votre problème. Ben, en fait, le consommateur qui commence a peut-être besoin d'avoir un petit coup de pouce à ce niveau-là. Nous, on est là comme courroie de transmission, avec la gentillesse et l'humilité de dire ben non, Chablis, ça ne se fait pas en rouge. Et c'est du Chardonnay. Et oui, c'est du Chardonnay de fraîcheur. Donc, d'être capable d'avoir une conversation avec les gens avec gentillesse, avec candeur, avec ouverture. Mais une bonne contre-étiquette, ça fait un travail qui est franchement intéressant. Puis, je suis un peu tannée de voir, en fait, ça se marie bien avec volaille, viande blanche, poisson, fromage, et tu sais, on y va à fond la caisse. Des fois, vaut mieux rien mettre plutôt que de mettre un accord où, en fait, on fait un accord avec tout. Parce que finalement, on fait un accord avec rien. Comment un avis? Ben voilà, je vous en prie. Je vous en prie. La contre-étiquette digitale avec un QR code, on peut avoir pas mal d'informations là-dessus. Un code QR, c'est génial. C'est la nouvelle réponse aujourd'hui à pouvoir nous amener même sur des beaux visuels, sur un endroit, sur des gens, sur même une courte vidéo. Je trouve que le code QR, aujourd'hui, c'est une super façon de pouvoir aller chercher un maximum d'informations pour les gens qui sont curieux. Puis la nouvelle génération a un téléphone greffé au bout de la main, donc cette information-là est facile. Puis elle peut rester ludique, elle peut rester sympathique. Définitivement, le code QR, pour moi, c'est une super réponse. Dans toutes les langues, en plus. En plus, dans toutes les langues, tout à fait. Tout à fait. Oui, puis du coup, sur un tout petit espace, on peut raconter aussi beaucoup de choses, éventuellement. Même si vous voulez simplifier sur la bouteille et à l'achat, ça peut être une solution pour donner plein d'informations concernant l'histoire, le cépage, etc. Vous avez d'autres remarques? Oui, je vous en prie. Du coup, je peux rebondir sur trois choses. Oui. Premièrement, ce que vous avez dit par rapport à l'étiquetage, c'est vrai qu'il y a une évolution européenne qui va faire qu'on va avoir l'obligation, nous, d'afficher les ingrédients à partir de la récolte prochaine. On a très hâte. Voilà, donc vous aurez accès à la traçabilité au final, ou la transparence, on pourrait dire. Oui. Ensuite, moi je pense qu'il serait intéressant, nous, en tant que producteur, de point de vue, en ayant la chance de vous avoir vous aussi ce soir, c'est de voir un petit peu comment nous, on a la possibilité de vous aborder aussi. Quels sont les points de rencontre qu'on peut avoir avec vous? Est-ce que c'est les salons? Est-ce que c'est les magazines? Comment en fait vous renseignez sur les vignerons? Qu'est-ce qui fait que vous êtes attiré par eux? Et dernière chose, c'est ce que vous venez de dire à l'instant, et qui était ce que vous venez de dire monsieur en rebondissant, c'est comment demain on peut aussi nous apporter du support de communication qui viennent en parallèle de ce que vous allez annoncer aux clients au final sur la table. Et qui est pour, voilà, est-ce que c'est Instagram, est-ce que c'est tous les réseaux sociaux aujourd'hui, est-ce que c'est de l'information supplémentaire que peut donner bien un QR code qui vous amener sur notre site internet à nous, du lien YouTube, je ne sais pas, tout ce qui aujourd'hui peut être un support pour nous supplémentaire de communication. De façon générale, j'aime à penser qu'un bon site internet, parce que je vous avouerai que je travaille avec des vins partout dans le monde et je suis sur des sites internet de vignerons plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine. Un bon site internet bien construit et à jour peut faire le travail dans un premier temps franchement bien si on arrête de parler des fleurs et des papillons, mais qu'on a aussi quelque chose d'un peu plus construit avec des fiches techniques, avec des infos pour les professionnels. Pour les professionnels, je trouve que c'est important de parler de qui vous êtes, de votre histoire, parce que si on veut être une bonne courroie de transmission, ben, il faut avoir ce canal de communication-là. Ça, pour moi, si je n'ai pas la chance de pouvoir me déplacer, d'être capable de pouvoir trouver l'information de façon conséquente, c'est important. Après ça, pour pouvoir communiquer avec les professionnels, je trouve que les salons, on est choyé au Québec d'avoir quand même des super lieux de rencontre. On en a plusieurs. Quand les gens viennent nous voir, on se déplace, on veut déguster les vins, on veut rencontrer les gens.
Donc, pour moi, c'est beaucoup la façon de faire pour le modèle québécois. J'ai eu l'occasion de me promener aussi dans la région ici. Et ce que j'ai trouvé le plus intéressant, en fait, c'est d'aller sur des blitz sur des régions particulières. Rencontrer les gens sur des régions particulières ou sur des thématiques particulières. Sur une des dernières visites que j'ai eues, on s'est retrouvé dans la région de Banyuls, par exemple, ou en fait dans la région du Roussillon, puis nous emmener sur vraiment une région d'altitude où on a compris, on n'a pas besoin de passer plus qu'une heure sur le dessus de cette montagne-là pour comprendre en fait l'influence directe de la Méditerranée, des vignes, les pieds dans la mer. Donc, des fois, ça nous prend en fait des rencontres qui vont nous faire comprendre où est-ce qu'on est. Aujourd'hui, je me suis promenée un peu en terrasse du Larzac. J'ai mis les pieds sur le terroir, puis au bout de quelques minutes, je comprenais mieux où j'étais. Donc, le fait de pouvoir voyager, de pouvoir rencontrer les gens, va nous mettre une perspective qui reste à tout jamais. Donc, plus jamais je vais oublier cette région-là. Pour moi, maintenant, c'est enregistré. Donc, la rencontre des gens, c'est sûr que par les salons, ça peut avoir sa force, mais si vous avez des gens sur place, puis vous êtes capable de les amener pour leur faire vivre des expériences, que ce soit avec la nourriture locale, ou que ce soit avec les vins locaux, puis avec les vignerons, c'est une bonne façon de pouvoir rentrer en conversation sur des conversations qui vont rester ancrées pour très très longtemps, définitivement. Puis avec les écoles hôtelières aussi, je pense que c'est important parce qu'on a des jeunes qui sont à l'école, qui sont curieux, et des formations via les écoles hôtelières, les étudiants sont des éponges. À ce moment-là, ils commencent, ils veulent tout absorber. C'est souvent aussi des beaux traits d'union sur un début de conversation avec certaines régions. Est-ce que vous avez, vous, d'autres conseils sur la façon de communiquer sur son vin pour les vignerons qui sont avec nous, pour la région Occitanie? Je pense qu'il y a des belles actions commerciales qui ont été faites pour rentrer en conversation avec les professionnels. Les professionnels restent à être une courroie de transmission intéressante pour le consommateur. Des salons? Les salons, définitivement. Moi, ça a été probablement... Puis pour moi, c'est sûr que ça peut être des expériences qui peuvent être un peu plus coûteuses, mais des voyages vont permettre d'aller chercher des ambassadeurs pour longtemps. Parce que des fois, on ne se rend pas compte qu'une action, en fait, sur une action immédiate d'un voyage ou d'une rencontre, à quel point, en fait, ça va faire un bout de chemin longtemps. Et que les gens viennent nous voir, bien sûr, ça c'est certain. On a la chance d'avoir de très beaux salons thématiques. Si on a des actions commerciales avec les vins du Languedoc, définitivement, il faut passer nous voir. Il faut partager ses produits. Olivier Poussier, tout à l'heure, dénonçait le manque de visibilité, notamment à la télévision, des métiers du vin. Je voudrais faire le lien, vous poser bien sûr la question à vous, Élise, mais en même temps la poser avec le parallèle de la gastronomie. On a des feuilletons télévisés, on a des émissions thématisées sur la cuisine, et on a l'impression parfois que le vin en est absent, ou en tout cas qu'il n'y a pas le lien immédiatement. Votre avis nous intéresse. Nous, au Québec, on a la chance de parler du vin sur toutes les plateformes. Et ça fait en sorte qu'on crée des ambassadeurs, on crée de l'engouement, on crée de l'attraction. Et ça, je trouve que ça manque cruellement. Je crois que la loi E20 ne vous sert pas, mais à aucun moment, parce que pour moi, le vin, c'est un produit culturel. C'est un produit qui fait partie de l'ADN des Français. Et c'est ce qui fait, nous, via les discussions qu'on a, que ce soit à la télévision, que ce soit à la radio, que ce soit sur toutes sortes de plateformes, on parle du vin, on en parle comme étant un produit de consommation, mais on a, via ces conversations-là, un aspect très éducatif qui rend le vin comme un produit qui fait partie de la table, qui fait partie de la gastronomie, et dont on n'a pas envie d'abuser. C'est pas un produit qui est défendu, c'est un produit qui va faire partie de la discussion. Et je pense que ça, c'est probablement ce qui manque cruellement ici. Je comprends pas, parce que on le voit en Espagne comme... Et puis Olivier en parlait, le vin a été mis de l'avant comme étant un produit qui fait partie de l'ADN des Espagnols, mais ça fait partie de l'ADN des Français. Ça fait aucun sens qu'on n'ait pas des conversations qui sont justement à propos de ce produit qui fait vraiment partie de vous. Au Québec, on est chanceux parce que ça, les gens adorent en entendre parler.
et en redemandent. Parce qu'on est capable justement de créer un aspect éducatif qui fait en sorte que les gens choisissent de boire moins, mais de boire mieux, de boire plus avec une certaine responsabilité. Aujourd'hui, on a, en parallèle à ce qu'on a comme discours du vin, aussi des campagnes de sensibilisation de l'alcool au volant. Et les jeunes sont de plus en plus responsables. Ils boivent, mais quand ils boivent, ils ne conduisent pas. Et moi, chez nous, j'ai commencé à déguster du vin. J'étais haute comme 3 pommes. Mes parents mettaient une gorgée de vin dans un petit verre. On avait le droit de goûter. Moi, ça fait partie de mon éducation et ça fait en sorte que les petits qui sont autour de moi, ils ont droit à leur gorgée de vin parce que je veux qu'ils goûtent, parce que je veux qu'ils comprennent en fait que le vin, ça fait partie d'un échange. Pour moi, c'est un lien culturel et plus de temps on va passer à table avec ceux qu'on aime, avec nos enfants, mieux éventuellement on va être capable d'échanger avec eux, mais de leur apprendre plus que juste la vie en fait. La gastronomie, le vin, ça fait partie de tout ça. Et c'est hyper important. Merci en tout cas d'avoir été à nos côtés. Si vous avez envie de rajouter quelque chose, c'est avec plaisir, avant qu'on ne fasse une petite pause, histoire de souffler un peu, et de se retrouver ensuite avec Nicolas Goldschmidt et Valentin Coton. En fait, je voudrais dans ce premier temps, remercier de l'invitation, remercier Rouge Granit de sa confiance, mais aussi prendre le temps de dire ce que j'ai goûté depuis mon arrivée. Ça fait du bien, c'est le fun. J'ai dégusté de très beaux vins. Et le moins, il y a pas mal de gens qui l'ont compris. J'ai goûté des cinceaux magnifiques. Et je trouve qu'on est en train de revenir à des cépages, puis à mettre de l'avant une buvabilité qui me plaît énormément. Donc, continuez à faire ce que vous faites. Continuez à croire en ce que vous faites. Vous le faites très bien et moi, je me vois très inspirée et dans l'envie, en fait, de ne pas partir. Il faut que je parte, mais de probablement revenir très bientôt, je l'espère. Nous vous nommons ambassadrice du vin d'Occitanie à Toronto. Allez hop. Merci. Merci Alice, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci.